Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info pour un nouveau débat sur Campagne TV. Vous le savez, chaque semaine, on essaie de trouver une thématique agricole ou de développement durable et on essaie d'en débattre sans langue de bois sur le plateau donc, de Terre d'Info en compagnie de Pauline Delpech. Comme chaque semaine, bonjour. Tout va bien? Tout va très bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Et il y a une femme avec nous. Oui, en plus, justement, on est prêt, on est quasiment à parité sur le plateau pour parler de la problématique de l'eau et de la problématique quantitative, justement, de l'eau en France. Parce qu'évidemment, avec le réchauffement climatique, avec l'augmentation démographique, comment pourra-t-on demain subvenir à tous les besoins, qu'ils soient agricoles, domestiques ou même industriels? Quelle politique, justement, doit-on mettre en œuvre aujourd'hui pour subvenir aux besoins de demain? Eh bien, on va essayer d'en débattre justement avec nos invités. Ils sont au nombre de 3 aujourd'hui. Tout d'abord, Éric Frétillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Dordogne. Tout à fait. Vous produisez quoi? Du maïs et irrigué, bien sûr. Et donc justement, vous êtes aussi membre, et on vous reçoit aussi à ce titre-là, de l'association Irrigants de France. Quel est le but de l'association pour que nos téléspectateurs comprennent bien? Alors, Irrigants de France est une association qui a été créée en 1995, qui représente en fait tous les irrigants au niveau national, pour les aider à gérer, à défendre et à communiquer sur l'irrigation. D'accord. Donc Voilà. là aussi, l'eau agricole, c'est à peu près 70% de la ressource. Donc justement, l'impact en tout cas et les visions prospectives d'Irrigants de France nous intéressent dans ce débat. En face de vous, on accueille Claire Griset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directrice de la protection et de la gestion de la ressource en eau au ministère de l'Environnement, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc justement, vous allez nous éclairer sur tous les aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion de la ressource en France, et on verra aussi la disparité en fonction des bassins versants. Alors, dernier invité non des moindres, Jean-Michel Layal, vous êtes directeur adjoint de la ressource en eau et de production chez Haute-Paris. Haute-Paris, on va préciser que c'est la première régie française, et on s'intéressera avec vous aux aspects un petit peu de l'eau domestique et de la gestion justement de l'eau domestique et de l'optimisation de cette utilisation. Juste en 2 mots pour qu'on comprenne bien, quelle est la spécificité parisienne, j'allais dire, du bassin? Alors vous l'avez déjà dit, bonjour, c'est déjà effectivement d'être une régie depuis, elle est toute jeune, puisque Eau-de-Paris est la régie qui produit et distribue l'eau à Paris depuis 2010, donc c'est quelque chose de récent. Et puis la spécificité, c'est la diversité d'alimentation d'eau de Paris, puisqu'on fait appel à la fois des eaux de rivière, la Seine et la Marne, et puis des eaux souterraines qui sont captées dans un large pourtour parisien. On va à plus de 150 km chercher de l'eau, ce qui donne une grande force à l'alimentation en eau de Paris. Oui, parce qu'il n'y a pas de ressources intrinsèques à la ceinture parisienne. Il y en a, mais qui sont en faible quantité. Il y a notamment des puits à l'Albien qui peuvent être une ressource ultime, mais qui en quantité serait insuffisante pour alimenter Paris. Allez, on rentre dans le débat dans quelques instants, mais avant, si vous aussi, vous voulez poser vos questions à nos invités, c'est bien simple. Nos réseaux sociaux, la page Facebook Campagne TV ou notre Twitter, #Campagne TV. Vous avez aussi notre site campagnetv.com. Voilà, vous avez tous les outils pour pouvoir poser nos questions que nous prendrons en fin d'émission et nos invités y répondront. Mais avant, comme chaque semaine, le billet d'humeur et d'humour de Pauline Delpech. Et oui, Olivier, ce matin, je me suis levée, j'étais pas bien. Je ne sais pas pourquoi, j'étais un petit peu patraque, j'avais mal à la tête, j'étais assaillie par plein de questions existentielles. Et donc, forcément, pour aller mieux, je me suis fait couler un bain. Je me suis lavé les cheveux avec 3 bouteilles d'eau minérale, oui, tout à fait comme les stars. En me lavant les dents, j'ai fait comme d'habitude, j'ai laissé couler l'eau du robinet. J'aime bien, moi, ça me réveille. Oh là là, je vous vois venir, mais elle est folle, elle ne fait pas attention à sa consommation d'eau, elle va faire crever la planète, elle gaspille l'eau, etc., etc. Mais il faut arrêter avec l'eau. Il manquerait d'eau, paraît-il, ici à Paris. Non mais attendez, Olivier, soyons sérieux. Il pleut comme si on était en novembre. Là, il n'y a pas 5 minutes, j'étais sous la grêle. Entre les giboulées et la neige en mars, les nappes phréatiques, c'est bon là, elles se sont autant goinfrées que les traders de Goldman Sachs. Mon voisin fait très attention, lui, à sa consommation d'eau. Il prend des micro-douches pour économiser les chasses d'eau. Il a fait installer des toilettes sèches. Résultat, ça sent la mort dans tout l'immeuble. Alors, il faut arrêter de nous saouler un peu avec l'eau. Il y en a plein de l'eau. Et puis, alors, ça va, la pénurie, elle a bon dos. Oh, elle a joli. bon dos, Olivier. Joli. En plus, je soupçonne les autorités de mentir sur les chiffres. Il paraîtrait qu'un foyer français consomme par jour 137 litres d'eau, soit 49 litres pour les bains et les douches, 25 litres pour les WC, 25 litres pour le linge, 12 pour la vaisselle, 8 pour le ménage, 8 litres pour l'arrosage des plantes, 9 pour la préparation de la nourriture et 1 litre pour la boisson. Alors moi, je fais le point, là, au moment où je vous parle, je ne fais ni le ménage, ni la vaisselle, j'ai pas de plantes, la nourriture, je mange tous les jours au restaurant, donc je n'en suis qu'à 75 litres par jour. Non, mais je ne devrais pas rire parce que c'est très grave ce problème de pénurie d'eau.
9 pays seulement se partagent 60% des réserves d'eau mondiales. 4 millions de personnes meurent chaque jour liées à des maladies qui sont justement liées au manque d'eau. 6 000 enfants meurent chaque jour dans le monde pour avoir consommé une eau non potable. Alors moi, je me dis que si à chaque fois qu'on ouvre une bouteille d'eau, on pensait non pas au prix qu'elle nous coûte, mais au fait que cette eau, cette matière qu'on a à portée de main et de robinet n'est pas donnée à tout le monde. Écoutez bien, 80 pays souffrent de pénuries ponctuelles. 1,5 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable. C'est dingue. C'est dingue. En matière d'écologie, vous le savez, moi j'ai des questions qu'un enfant de 4 ans pourrait se poser. Comment se fait-il qu'on manque d'eau alors que les océans couvrent 70% de la surface du globe? Pourquoi est-ce que les arrêtés municipaux de restriction d'eau n'interviennent qu'en été alors qu'on pourrait se restreindre un petit peu toute l'année? Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous trouverez un peu de réponse à ces questions. Et je le jure, si vous réussissez à me convaincre au cours de cette émission, dès demain, je me baigne dans la Seine. Ouais, parfaitement, je me baigne dans la Seine. Pas comme Jacques Chirac en 88. Non, moi je vous le dis, les yeux dans les yeux, à la Jérôme Cahuzac. Non, franchement, vous imaginez me baigner dans la Seine ou même pourquoi pas en boire. D'ailleurs, en parlant de boire, il faudrait une campagne nationale de sensibilisation. Si vous voulez qu'on diminue notre consommation d'eau, il faut mettre le paquet, mesdames et messieurs. Alors, il faut frapper un grand coup, pardonnez-moi. Par exemple, je ne sais pas, dès qu'on voit un verre d'eau dans un reportage télé, on entendrait la voix de la journaliste qui préciserait à consommer avec modération. Avec ça, je vous garantis qu'on va avancer. Dans quel état, je n'en sais rien. Le billet d'humeur et d'humour de Pauline Delpech à consommer sans modération. Merci Pauline. Merci beaucoup. Alors justement, on va essayer de comprendre les enjeux de l'évolution de la gestion de l'eau en France. Mais pour bien comprendre justement ces enjeux, Claire Griset, comment on peut d'ores et déjà, décrire la répartition actuelle de la ressource en eau? Alors, on peut commencer par rappeler quelques grands chiffres. Les précipitations en France, c'est de l'ordre de 500 milliards de mètres cubes par an. Donc, on a beaucoup de précipitations. Et quand on regarde, donc ça, c'est sur une moyenne de 30 ans à peu près. Et les plus efficaces, c'est de l'ordre de 180 milliards de mètres cubes. Les plus efficaces, c'est ce qui va servir pour alimenter à la fois les cours d'eau et les nappes, puisque le reste va s'évaporer. Sur ces précipitations efficaces, alors il y a des cours d'eau, il y en a qui vont alimenter la mer, il y en a qui vont alimenter d'autres pays. Donc on considère en France qu'on a à peu près 173 milliards de mètres cubes qui sont disponibles donc pour la recharge des nappes et pour les cours d'eau. Ça, c'est en année moyenne, alors avec bien évidemment des variations. Donc, il y a des disparités. Il y a des disparités. On peut être à certaines années à 67 milliards et d'autres années plutôt à plus de 200 milliards de mètres cubes en fonction des conditions météorologiques. Voilà. Alors, dans ces 173 milliards, on a à peu près 100 milliards de mètres cubes qui servent à l'alimentation des eaux souterraines. D'accord. Et 73 milliards de mètres cubes plutôt sur les eaux de surface. Les eaux de surface. Voilà. Et sur tous ces 173 milliards, on prélève de l'ordre de 33,4 milliards de mètres cubes. Donc on n'a pas de problème de pénurie d'eau en France. Donc alors. globalement, sur les chiffres, on n'en a pas. On n'en a pas, voilà. Et donc ça, c'est les volumes prélevés, sachant que ce qu'on consomme, c'est-à-dire ce qu'on va prélever, moins ce qu'on va restituer au milieu, parce que par exemple, quand on pompe de l'eau, on peut en renvoyer une partie dans la rivière. C'est le cas notamment sur l'industrie, le refroidissement des centrales électriques. À ce moment-là, on a des chiffres qui sont plutôt autour de... J'ai le total. Non, mais il n'empêche 6 milliards. Que 6 voilà, milliards. 6 milliards. 6 milliards. Excusez-moi, je retrouve le chiffre. 6 milliards. D'accord. Voilà, comparé aux 33 milliards qu'on prélève. Donc globalement, vous nous dites qu'on n'a pas de problème sur la ressource. Par contre, Monsieur Laya, on a quand même des problèmes dans la répartition géographique de la ressource. Oui, c'est vrai. Alors, pour Paris, on fait appel à une diversité de ressources, donc il nous met à l'abri un peu des pénuries majeures. Ce n'est pas forcément le cas dans le bassin Seine-Normandie, où certaines nappes subissent des stress importants. J'ai deux exemples en tête. La nappe du Champigny en Seine-et-Marne. Nous ne puisons pas dans la nappe du Champigny, on prélève des sources du Champigny qui sont des émergences naturelles, donc on n'impacte pas le niveau de nappe. Par contre, cette nappe est une alimentation importante autour de Paris, pour la banlieue parisienne, et effectivement, elle subit des stress importants. Elle a été en niveau de crise ou de seuil d'alerte renforcée depuis plusieurs années. Là, c'était
une question de prélèvement pour l'eau potable. Et puis juste à côté, un petit peu plus à l'ouest, la nappe de Beauce, qui elle est utilisée de manière importante pour l'irrigation, oui. pour mon voisin de droite, Oui. et qui subit également des stress importants. Alors comment ça se traduit? Eh bien, ça veut dire qu'il y a moins d'émergence, donc moins d'eau dans les rivières superficielles qui peuvent circuler sur les bassins qui sont sollicités par ces nappes. Alors justement, dans le sud-ouest, puisque vous en parliez tout à l'heure, Éric Frétillère, est-ce que là aussi la répartition géographique fait que le sud-ouest est une région où il y a des stress hydriques importants? Il y en a, mais alors là où je suis absolument ravi, c'est qu'on a absolument les mêmes chiffres sur la pluviométrie. Et alors là, avec tant mieux, l'administration, en même temps. ça, je trouve ça fabuleux. En même temps, tant mieux. Parce qu'il faut quand même replacer l'irrigation dans le contexte des chiffres que vous donniez tout à l'heure. Ouais. L'irrigation, c'est 4,9 milliards de mètres cubes. Ouais. C'est-à-dire, par rapport à la pluviométrie, c'est à peine 1%. Et par rapport à l'eau disponible dont vous parliez, c'est 3%. Ce qui fait qu'en fait, c'est négligeable. Et l'irrigation, c'est 3 mois dans l'année. Donc dans l'espace comme dans le temps, en fait, l'irrigation est minime, quoi. C'est un problème minime. Par contre, la problématique, c'est que cette eau, on en a besoin au moment, les mois les plus secs de Oui, les mois les l'été. plus secs. C'est-à-dire juillet-août. Donc effectivement, la profession agricole s'est mobilisée, on organise, on aide et on gère ces périodes-là difficiles On va voir comment. d'irrigation. On va voir comment tout à l'heure, mais avant de rentrer dans les outils, est-ce que Claire Griset, sur les schémas prospectifs que vous étudiez, quel est l'impact réel dans les années qui vont venir du réchauffement climatique par rapport justement à cette accessibilité à la ressource? Alors, on a conduit au ministère de l'écologie depuis 2 ans une étude prospective qui s'appelle Explore 2070, qui vise à évaluer l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, que ce soit les eaux de surface, les eaux souterraines, mais aussi les milieux aquatiques. Et donc, les résultats de cette étude qui se sont achevés à l'automne, c'est que globalement, finalement, une année moyenne à l'heure actuelle, c'est quelque chose. Plutôt une année quinquennale sèche, donc une année plutôt sèche maintenant, c'est ce qu'on va retrouver en année moyenne d'ici 2070. D'accord. Donc globalement, on va avoir des débits des cours d'eau qui vont plutôt diminuer, avec des diminutions qui sont variables selon les cours d'eau, avec une diminution d'autant plus sensible en période d'étiage, donc juillet et notamment le mois d'août, et également du coup des recharges de nappes aussi qui vont baisser. D'accord. Donc ça, c'est pour le contexte général. Le contexte général, sachant qu'à l'heure actuelle, on a déjà sur certains secteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, des déficits, c'est-à-dire qu'on prélève ou on utilise trop d'eau par rapport à la ressource qui est disponible sur le secteur. Et donc, on a déjà besoin de mener des politiques pour essayer de rééquilibrer les choses. Alors justement, on a donc un contexte général qui va vers une diminution de la ressource. Alors on va voir comment vont évoluer les besoins. Éric, si on parle des besoins agricoles, on sait que, je vous dis, l'eau, 70% des besoins en eau, c'est pour l'eau agricole à peu près, en répartition. Il faut avoir cette clé de répartition dans la tête. Comment vont justement évoluer ces besoins agricoles-là avec l'augmentation annoncée, en tout cas, de la grandeur des exploitations? Eh bien, nous, en Dordogne, la grandeur annoncée des exploitations, c'est pas sûr, parce qu'on a une grosse diversité d'exploitations. Et en fait, toutes les exploitations ont besoin d'eau. Ce n'est pas uniquement les grandes exploitations qui ont besoin d'eau. Les polycultures, élevages aussi. Il faut comprendre que l'irrigation, en fait, c'est l'assurance revenu, et ça permet justement de produire plus sur moins de surface. Et c'est ça qui est important, en fait. Donc, en sécurisant la production d'eau, on va arriver à avoir plus de production sur moins de surface. Et l'un des moyens principaux qu'on essaye de mettre en place, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, c'est de retenir l'eau en hiver par le biais de réserves et de retenues pour s'en servir l'été. On a vu qu'il y avait beaucoup d'eau qui passait, et nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir la retenir justement pour sécuriser l'irrigation l'été. Et ça, le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à le mettre en place. Ouais. On reviendra sur les problèmes réglementaires que ça pose. Mais puisqu'on est aux besoins agricoles, on a bien compris quand même qu'il faut maintenir au moins les besoins agricoles actuels, voire plus. Ouais. Et pour les besoins justement domestiques, Jean-Michel Laya, est-ce qu'on peut, là aussi, de manière un peu prospective, essayer de sentir l'évolution des besoins domestiques aujourd'hui? Oui, et là, il y a de bonnes nouvelles, puisque, je vais vous donner déjà un peu d'histoire, Paris, dans les années début des années 1990, consommait à peu près, on mettait en distribution 300 millions de mètres cubes par an, ce qui était un chiffre
correct par rapport à la population desservie. Aujourd'hui, en 2012, par exemple, on a mis en distribution moins de 200 millions de mètres cubes par an. Moins de 200 millions de mètres cubes en 2012. Ça veut dire que les Parisiens consomment moins. Les Parisiens consomment moins. De manière très sensible, puisque c'est 30% de moins qui sont mis en distribution. Alors tout ça, c'est dû aussi à un rendement du réseau de distribution qui a cru de manière importante, puisqu'on est passé d'un rendement de distribution de 75% à plus de 90%. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on retrouve aussi ces chiffres de manière générale en France, où la consommation domestique se réduit tous les ans à peu près de 1%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dissocier, découpler une croissance économique qui a quand même existé sur les dernières années et la consommation d'un bien naturel qui est l'eau potable. Avec, dans un contexte d'augmentation démographique aussi. Tout à fait. Je suppose que la ceinture parisienne a eu sa démographie qui a augmenté de manière sensible et ça continuera. Oui, alors nous sommes sur Paris même, donc la population parisienne est à peu près stabilisée, mais le mouvement que l'on a constaté de manière spectaculaire à Paris de réduction des volumes mis en distribution et donc des prélèvements sur les ressources naturelles, on le constate de manière un peu plus faible, mais également sur l'ensemble de la région parisienne et l'ensemble de la France même. Pauline, dans son billet d'humeur, parlait tout à l'heure de 137 litres par jour. C'est à peu près ça ou pas? Oui, on considère que... Alors un Parisien, donc, on considère qu'il y a 3 millions de consommateurs à Paris et on met en distribution à peu près aujourd'hui 560 000 mètres cubes par jour pour 3 millions de consommateurs. Donc on est entre 150 et 200 litres par personne et par jour, ce qui est un chiffre tout à fait normal. Mais on accompagne ce mouvement, on est solidaire, on peut dire, de cette diminution, puisque ça nous semble important qu'en tant que régie Hauts-de-Paris se positionne sur la réduction de la pression sur le milieu. Et donc on met à disposition, par exemple, de Paris Habitat, qui est un organisme de gestion de logement, des kits économiseurs d'eau pour continuer à réduire ce mouvement. Ça a été le cas à Berlin aussi, qui a fait un gros effort et qui a réussi à réduire les consommations des Berlinois de manière importante. Donc on est tout à fait heureux d'accompagner ce mouvement parce que c'est aussi une réduction de la pression à la fois sur l'eau et puis sur l'énergie, parce que derrière l'eau, il y a aussi l'énergie pour pomper, pour traiter cette eau. Donc c'est intéressant à tout point de vue. Donc on voit bien, hein, Claire, que justement sur l'eau domestique, j'allais dire, diminuer les prélèvements, ça se fait de manière assez facile. Comment on peut, pour l'aspect agricole, à la fois trouver un équilibre entre la préservation du milieu et l'impératif, justement, agricole? Quels sont les leviers pour diminuer un petit peu les prélèvements? Alors, il y a 3 leviers qui sont cités couramment par rapport à l'évolution de l'irrigation. Il y a un volet économie d'eau, parce qu'on a des systèmes d'irrigation qui peuvent être améliorés en termes de performance. Par exemple, quand on passe d'irrigation gravitaire à d'irrigation en goutte à goutte, on fait des économies par rapport au volume d'eau. Et donc, ça peut permettre, avec un volume identique, d'irriguer plus de surface. Donc, il y a des systèmes au bon endroit d'amener l'eau au bon endroit, au bon moment, donc avec des outils aussi de pilotage assez fins de l'irrigation. On a également, dans le choix des cultures, il y a certaines cultures qui utilisent plus ou moins d'eau ou qui sont plus ou moins résistantes à l'eau. On peut aussi semer, mais ça je pense que oui, ça, Eric va nous en monsieur parler, pourra semer des variétés plus précoces et donc qui ont besoin d'eau à une période où on a encore de l'eau avec des débits suffisants dans les cours d'eau. Et puis, donc le choix de l'assolement. Et puis ensuite, donc, comme ça a été évoqué, la création de retenues qui permettent de stocker l'eau qui est disponible de façon plus importante en hiver, toujours dans le respect des milieux. Alors Eric, on va rentrer sur ces 3 points-là. Est-ce que réellement, vous pouvez faire la micro-irrigation sur votre maïs? Non, voilà. Ce n'est pas possible. Voilà, le goutte à goutte, effectivement, on peut rester sur certaines productions, comme le maraîchage, l'arboriculture, mais tout ce qui concerne la grande culture, c'est absolument impossible, quoi. On ne peut pas mettre en place, ça coûterait très cher, ça ferait beaucoup de gaspillage de matériel, puisqu'en fait, ce n'est pas renouvelable. Donc la meilleure solution, c'est l'irrigation, soit ce qu'on appelle les canons ou les pivots, qui est l'aspersion. Et contrairement à ce qu'on a souvent entendu dire, en fait, il y a très peu de pertes d'irrigation. Hein, que ce soit le jour, la nuit, il y a entre 5 et 10% de pertes par évaporation, c'est très très faible. Donc ça reste quand même le meilleur moyen. Mais par contre, nous allons complètement dans l'innovation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire vers des moyens de gestion électronique, de régularité, pour amener l'eau dans certaines zones, à certains endroits, au moment des floraisons, plus qu'à d'autres périodes, etc. Donc ça, c'est un outil. Ensuite, il y a un autre outil qui est important, mais malheureusement en France, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, c'est la génétique. Aujourd'hui, il y a pas mal d'améliorations par rapport à la génétique pour permettre... C'est-à-dire que la recherche peut créer des variétés qui sont moins consommatrices d'eau, tout à fait. C'est ça? Et il y en a déjà. Il y a déjà des semenciers qui proposent des variétés qui sont résistantes à l'eau.
Ensuite, après les autres outils, vous parliez d'un point de vue agronomique, effectivement, la technique de l'esquive, c'est-à-dire on sème plutôt avec des variétés un petit peu plus précoces de façon à ce que les besoins en eau, au lieu de se retrouver en pleine période d'été, sont un peu décalés, donc ils bénéficient de l'eau. Il faut quand même rappeler que toutes les plantes ont besoin d'eau. Autrefois, on disait culture irriguée et culture sèche. Et en fait, le culture sec était faux. Aujourd'hui, on appelle ça culture pluviale. Parce qu'en fait, toutes les plantes ont besoin d'avoir de l'eau. Et puis, ce vraiment qui semble être la solution la meilleure, c'est de retenir l'eau. C'est ce que je fais, moi, sur mon exploitation. Donc, j'ai une exploitation de production de maïs et j'ai 2 réserves d'eau. Je retiens l'eau en hiver. Par le biais des drainages, elles se remplissent. Depuis 15 ans que je suis agriculteur, elles se sont remplies tous les hivers. J'ai ma capacité d'eau pour l'été. Et là, je peux m'en servir pour arroser. Même en été, quand il y a des excès d'eau, par exemple, je viens d'arroser, il y a une grosse averse, ça repart dans mon drainage, ça revient dans mes réserves, l'eau n'est pas perdue, elle est récupérée, elle est réutilisée. Et ça, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique, semble-t-il, de ne pas aller dans ce sens-là. Et je trouve que c'est dommage parce que ça serait vraiment un outil qui permettrait à tout le monde d'améliorer et de permettre de travailler dans de bonnes conditions. Claire Griset, justement, pour répondre à Eric Fétière, comment on peut analyser l'impact que ça peut avoir sur le cours d'eau, le fait de mettre en place ces retenues collinaires qui sont dédiées à l'irrigation? Alors, en fait, la mise en place des retenues collinaires, donc c'est prélever l'eau en hiver, en général. Hein. Ouais. Donc effectivement, à un moment où le débit des cours d'eau est important. Mais ce débit-là, alors certains disent, oui, quand il arrive à la mer, de toute façon, il est perdu. Non, il n'est pas perdu, il s'intègre dans un cycle de l'eau général. Donc, voilà. Mais par contre, les milieux... Donc, les cours d'eau ont besoin aussi pendant l'hiver d'avoir des niveaux d'eau importants. Ça permet d'avoir les zones de frayère pour les poissons, les zones d'expansion des crues. Enfin, voilà. Donc il y a aussi des besoins spécifiques au milieu aquatique qui font qu'on ne peut pas prendre non plus toute l'eau qu'on veut pour aller le stocker. Et puis on a aussi constaté, donc ça c'est un peu la situation qu'on observe aujourd'hui à l'étiage et qui fait qu'on a des situations de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a autorisé beaucoup de prélèvements d'eau en été, plus dans certains cas que ce que la ressource peut fournir, d'où un problème. Et on ne voudrait pas créer le même problème et le décaler en hiver, c'est-à-dire autoriser finalement plus que ce que le milieu peut supporter et se retrouver avec un peu moins de problèmes en été, mais un problème en hiver. Et les données sur ces impacts-là en hiver, c'est quelque chose qu'on cherche à caractériser depuis moins longtemps que les effets qu'on mesure à l'étiage. Et donc, on a un peu moins d'informations et c'est un peu plus difficile à quantifier. Et donc, tout ça s'inscrit dans une réflexion d'ensemble qui est c'est quoi le bon état des eaux pour la directive cadre sur l'eau, puisque 2015. on est avec un objectif de bon état de l'ensemble des eaux en 2015, avec des possibilités de dérogation lorsque le coût économique ou les conditions hydrologiques et hydrogéologiques font que ce bon état ne peut pas être atteint en 2015, on peut l'atteindre seulement en 2021 ou 2027. Mais voilà, le cycle de l'eau et l'eau en général, c'est fait un ensemble et donc tout impact sur une case peut aussi avoir un impact sur l'ensemble. Oui, si je voulais répondre, parce qu'en fait, vous soulevez le problème, il y a 2 types de retenues. Moi, les retenues sur mon exploitation, ce sont des retenues collinaires. Elles sont complètement déconnectées de tout cours d'eau, de tout milieu. Elles ont été créées dans un fond de bassin. On a fait une digue, on retient l'eau, voilà. Par contre, vous évoquiez l'aspect des réserves qui sont connectées au milieu, c'est-à-dire on les installe à côté d'un cours d'eau, mais celles-ci, elles sont déjà en place. C'est une dérivation. Et c'est une dérivation, on maîtrise parfaitement ce qui rentre, on maîtrise ce qu'il faut relâcher pour ne pas perturber le cours d'eau. Et après, vous parliez des frayères. Moi, sur l'exemple de mes retenues, aujourd'hui, il y a des poissons dedans. On a mis des poissons, il y a toute une vie... macrobiologique là, qui s'est développée, il y a des animaux, il y a de la pêche, il y a du tourisme. En fait, ça s'est parfaitement intégré dans la nature et ça, c'est important aussi de le dire parce que souvent, elles sont décriées justement parce qu'elles ne répondent pas à tous ces caractères environnementaux, alors que dans la plupart du temps, elles sont parfaitement intégrées. Mais dans un contexte de réchauffement climatique, où justement la ressource va être moindre, est-ce que votre volume prélevable va s'amoindrir justement pour répondre... Le réchauffement climatique, effectivement, moi des données que j'ai vues, le réchauffement climatique va exister. Par contre, d'un point de vue de la pluviométrie, ça bouge très très peu, quoi, en fait. On voit sur une dizaine d'années. Par contre,
dans les statistiques qui ont été données, ce qui va changer, c'est qu'il y aurait a priori plus d'eau en hiver et plutôt moins en été. C'est en fait cet écart-là qui va se faire. Donc ça va encore dans le sens. Voilà. En fait, c'est pas le volume global de la pluviométrie, mais c'est la disparité. Et ça va encore plus dans le sens des réserves, puisque s'il y a encore plus d'eau en hiver, autant la retenir, la stocker pour s'en servir l'été. Alors il paraît qu'il y a des freins réglementaires justement à ces retenues collinaires, parce que je sais que Nicolas Sarkozy avait lancé en juin 2011 un plan d'adaptation de la gestion de l'eau pour justement essayer de mobiliser ces ressources un peu collinaires et supplémentaires, et que pour l'instant, on sent qu'il y a quand même, notamment de la part du ministère de l'Écologie, Claire Griset, une certaine résistance, notamment sur les études d'impact. Alors où on en est de ce plan d'adaptation et de sa mise en œuvre? Ce plan d'adaptation, il a été mis en place en novembre 2011, comme vous l'indiquiez, suite au printemps 2011 qui avait été particulièrement sec. Et donc qui avait du coup mis en exergue cette difficulté. Ce plan, il faut rappeler qu'il y a deux volets. Il y a un volet sur la création de ressources nouvelles, et puis il y a un volet aussi adaptation, dont on a parlé. Donc finalement, il couvre l'ensemble des 3 points qu'on a vus tout à l'heure, les économies d'eau, le changement des pratiques et des assolements, et les aspects création de stockage. Et je voudrais préciser quand même, parce que le ministère de l'Écologie n'est pas opposé à la création de nouveaux stockages. Par contre, il considère que c'est un ensemble de solutions qui sont à examiner, donc les 3 que j'ai citées, et pas commencer par la création de retenues, et que ça soit le seul outil et pas les autres. Donc c'est plutôt dans une approche équilibrée dans la mobilisation des différents outils, qui ne s'adresse pas d'ailleurs qu'au monde agricole, puisqu'on a vu qu'il y avait des progrès aussi à faire sur les usages eau potable ou industriels. Et donc c'est bien une mobilisation de tous ces outils, adaptés au contexte local, parce que la gestion de l'eau, ça se fait au niveau d'un bassin versant, d'une nappe, et pas décrété à Paris non plus au niveau national. Voilà. Donc je voulais quand même repréciser ces différents points. Effectivement, dans le plan d'adaptation, il était prévu un certain nombre d'évolutions législatives ou réglementaires pour faciliter la création de ces retenues de stockage. Donc il y avait une disposition au niveau législatif qui a été prise, qui était de permettre aux chambres d'agriculture qui le souhaitent de pouvoir se porter maître d'ouvrage de la création de retenues de stockage, puisque une des difficultés identifiées aussi, c'est que ces retenues, c'est des projets qui sont complexes, notamment quand c'est des projets collectifs, et donc il faut un porteur de projet, un maître d'ouvrage qui soit solide, qui puisse financer, parce que ce sont des projets qui sont coûteux et qui font l'objet de contentieux, puisque notamment le milieu associatif en matière de protection de l'environnement peut très présent. Très présent. Contester ce type d'ouvrage et donc peut attaquer. Et l'analyse qu'on a pu faire, c'est que ce sont des procédures complexes en matière de mise en place d'encadrement juridique. Et il y a des failles, donc il y a des contentieux nombreux. Et donc il y avait effectivement prévu 2 décrets pour simplifier, donc notamment créer une rubrique spécifique dans la réglementation, donc dans la nomenclature, toutes les opérations en matière d'eau, que ce soit prélèvement ou les versements, qui sont significatifs, qui ont un impact sur l'environnement, sont encadrés par des autorisations ou des déclarations au titre de la police de l'eau. Et donc les retenues sont soumises à plusieurs de ces rubriques en fonction de comment elles sont remplies, comment elles sont vidées. Voilà. Et l'idée était de créer une rubrique spécifique sur les retenues de substitution, donc dans le sens remplies en hiver, à un moment où il y a un peu moins d'impact sur le milieu. Et puis un autre pour limiter le délai de recours après, de tout le monde, de toutes les parties. Donc les décrets n'ont pas été au bout, puisqu'effectivement il y a eu un changement de gouvernement qui est intervenu au printemps 2012, et que les textes avaient été écrits dans l'urgence fin 2011 et n'avaient pas fait l'objet de suffisamment de concertation, et donc ont soulevé des réactions. Donc là on est reparti dans la concertation. Là on est reparti dans la concertation, puisque le gouvernement a missionné le député du Gers, Philippe Martin, pour une mission sur eau et agriculture, sous l'angle quantité. Et donc la mission est en cours et doit rendre ses conclusions pour la fin du mois de mai.
Donc Eric, vous en attendez quoi? Une petite expérience allez-y. sur le terrain. Oui. Donc, on parlait de la gestion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est des organismes uniques, depuis la loi sur l'eau de 2006, qui ont été demandés. Organismes uniques de gestion de l'eau. De gestion de l'eau, voilà. Et on a attribué. Alors, la différence, c'est qu'autrefois, on gérait ça au niveau départemental, en bonne intelligence, avec les différents acteurs de l'eau. On disait, ben là, il n'y a plus d'eau pour les pêcheurs, les canoës et kayaks ne peuvent plus passer, donc on va diminuer l'irrigation, etc. Maintenant, on raisonne en bassin versant, c'est-à-dire on va raisonner sur le bassin de la Dordogne, qui va du Massif central pour aller jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc, et là, on a dit, on vous donne 60 millions de mètres cubes d'eau. Voilà le volume qui a été déterminé. Nous, en Dordogne, donc c'est complexe parce que c'est 7 chambres d'agriculture, c'est 7 départements différents avec la complexité administrative qu'il peut y avoir à gérer. Ça va être, je pense, assez compliqué. C'est des pratiques culturelles qui sont différentes. C'est des pratiques culturelles. Des besoins qui sont différents. Tout à fait, tout à fait. Donc ça pose de gros problèmes. Et donc, nous, on a dit, OK, on part sur ces 60 milliards, mais par contre, il y a des endroits, ce qu'on appelle le petit chevelu, parce que de la Dordogne, il y a l'Isle, de l'Isle, il y a la Lisonne, etc. Et souvent, les problèmes d'irrigation se trouvent dans ces zones-là. On a dit, OK, on part là-dessus, mais sur ces zones-là, on maintient une gestion au débit, mais en contrepartie, on veut créer des réserves pour 3, 4, 5 agriculteurs de pouvoir... Et donc, sur les petits affluents. Sur les petits affluents. Ces projets étaient en place. Et là, ils ont été complètement stoppés. Et on voit aujourd'hui sur le terrain vraiment la volonté, c'est-à-dire que autrefois, là où on aurait pu mettre une retenue, ben là maintenant il y a une zone humide. Alors surtout, il ne faut pas... là, on a des écrevisses à pattes blanches qu'on a retrouvées d'ailleurs à plusieurs endroits, mais elles étaient là. Donc il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une espèce qui est en voie de disparition, c'est les agriculteurs, et c'est eux qui nous nourrissent, donc qui vous nourrissent en l'occurrence. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, on a bien compris justement la problématique agricole. Maintenant, Jean-Michel Ayain, on va essayer de passer à la problématique justement des eaux domestiques, puisque justement, comment on peut mobiliser de nouvelles ressources? Alors peut-être pas, j'allais dire, dans le prélèvement, mais peut-être dans le traitement, en tout cas, des eaux usées. Oui, je vais revenir en 30 secondes sur le débat, parce qu'on peut considérer, d'après ce qu'on vient de dire, qu'effectivement, faire des retenues collinaires, on joue sur des eaux d'hiver qui sont plus abondantes, que l'impact sur le milieu, il est négligeable. Il n'est pas forcément la meilleure eau, c'est un peu comme l'énergie ou comme les déchets, c'est celui qu'on n'utilise pas ou qu'on ne produit pas. Donc je pense qu'il y a un effort général à faire, que ce soit en matière de consommation d'eau potable, mais aussi en matière d'agriculture, pour réduire nos consommations, parce que tout prélèvement, quel qu'il soit, il a un impact sur le milieu naturel. Vous parliez de zones humides, effectivement, une retenue collinaire peut se faire sur une zone humide et détruire un milieu naturel qui est sympathique. Les eaux d'hiver, c'est quand même celles qui vont, par leur ruissellement, pouvoir, souvent par des réseaux de ce qu'on appelle des diaclases, des fissures, réalimenter les nappes, qui sont les plus beaux réservoirs que l'on a. Ce sont les nappes souterraines qui accumulent l'eau en hiver pour la restituer l'été. Les rivières, le débit d'une rivière l'été, c'est la nappe qui l'alimente, qui s'est chargée pendant l'hiver. Donc réduire cette alimentation de nappe peut avoir des conséquences qu'on n'imagine pas forcément. C'est ce que disait Madame. C'est pas aussi facile que ça. Aussi facile que ça. Et c'est vrai, si on écarte un peu l'exemple, on l'a vu avec le Nil, avec un très beau barrage, c'est celui de Assouan. Et en aval, il y a quand même eu des conséquences majeures, parce que le Nil qui débordait, c'était aussi la fertilisation justement de toutes les terres qui étaient autour. C'est vrai que la retenue collinaire, c'est une solution technique, mais elle ne doit pas être la seule. Il y a aussi un effort collectif, je pense, à préserver nos ressources en eau, parce que c'est l'avenir pour tout le monde. On a l'effet du réchauffement climatique. En région parisienne, le Pyrénées a travaillé. Dans le scénario le pire, le débit de la Seine en étiage serait réduit de 30%. Et effectivement, la recharge de nappe sera non négligeable. La recharge de nappe il y aura peut-être autant d'eau en hiver, mais avec le changement climatique, on aura vraisemblablement des températures d'hiver plus douces. Qui dit température d'hiver plus douce dit évapotranspiration, donc évaporation et plus importante, donc moins de recharge de nappe. Donc attention, tout prélèvement, les nôtres comme ceux des autres, ont toujours un impact sur le milieu naturel. Donc la meilleure des choses, c'est effectivement de gérer au mieux cette ressource, je pense. Alors pour mobiliser de nouvelles ressources, la question que je vous posais tout à l'heure, c'est justement, est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement des eaux usées traitées pour pouvoir irriguer ou pour pouvoir assouvir d'autres utilisations de l'eau? Est-ce que c'est une recherche que vous avez entamée? Oui, alors on a été au-delà de la recherche, puisque Paris a une particularité. Paris dispose d'un double réseau d'eau. Un réseau d'eau potable qui alimente les Parisiens pour les usages les plus nobles. C'est la boisson, c'est l'hygiène, c'est l'eau de préparation des aliments. Et ce n'est pratiquement que ça, parce que les Parisiens ont rarement un jardin à arroser, où il est de petite dimension, et le lavage des véhicules est interdit. Donc l'eau
de boisson, l'eau d'eau potable des Parisiens est vraiment des usages les plus impérieux. Parallèlement à ça, il y a un deuxième réseau d'eau dans Paris, qui est un réseau d'eau potable, qui sert à faire circuler l'eau dans les caniveaux. L'eau que vous voyez circuler dans les caniveaux à Paris, pour nettoyer c'est l'eau de la trottoirs. Seine ou c'est l'eau du canal de l'Ourcq, donc qui est simplement dégrillée, qui a un traitement extrêmement sommaire, qui n'est pas de l'eau potable. Et puis on utilise cette eau également pour arroser dans les parcs, pour laver les égouts de Paris. Il y a un deuxième réseau d'eau potable qui permet de serrer les eaux. Alors, et ces eaux usées, on peut en faire quoi alors je finis là-dessus, puis je reviens à votre question. Pendant des années, on a toujours trouvé que ce réseau d'eau potable avait une utilité quand même limitée à Paris, et là, la municipalité a décidé de lui redonner un avenir du côté un petit peu de l'avantage écologique de cette eau, et notamment dans l'optique du réchauffement climatique. On sait que Paris, on a des phénomènes d'îlots urbains, d'îlots de chaleur. On sait qu'à Paris, il fait encore plus chaud qu'ailleurs lorsqu'il y a une canicule. C'est de l'ordre de 3 à 4 degrés, c'est quand même important. Et donc on imagine pouvoir utiliser cette eau pour répandre cette eau non potable dans les parcs ou dans les rues pour limiter l'impact de l'îlot de chaleur qui est quand même excessivement éprouvant pour Paris. Alors en matière de réutilisation des eaux, c'était votre question. À Paris, donc on a ce deuxième réseau donc, qui limite un peu l'usage. Sinon, on peut utiliser déjà, vous le savez, tout ce qui est haute toiture et autres pour l'arrosage du jardin potager ou autre. Donc ça existe. Il y a quelques expériences de réutilisation des eaux usées, qu'on peut appeler les eaux grises, enfin qu'on peut recycler éventuellement pour les toilettes et autres. Ça commence à se faire, mais là on est à la limite entre une volonté environnementale qui effectivement pousse vers la réutilisation d'eau usée et puis une limite sanitaire. Dès qu'on introduit une eau potable dans un logement, il y a toujours le risque d'un mauvais branchement. Paris a dans le passé distribué son eau potable dans les immeubles parisiens et avait renoncé parce qu'il y avait malheureusement de temps en temps des branchements mal faits et les gens étaient alimentés par l'eau non potable alors qu'ils devaient être en eau potable. Et cette eau grise peut être utilisée pour l'arrosage des parcs et jardins. C'est envisageable ou c'est pas du tout les pistes que vous étudiez? Par exemple, on regardait l'utilisation de l'eau non potable pour l'arrosage de jardins potagers. On est parfois limité par les problèmes sanitaires. Il faut avoir des eaux de qualité. L'eau de la Seine ne répond pas forcément à cette qualité d'eau pour faire de l'arrosage de jardins d'eau potable. Pour l'arrosage d'espaces verts, pas de problème, on le fait. Ce serait pour des jardins potagers, ce serait un peu plus gênant sur le plan sanitaire. Vous voyez qu'on est parfois limité entre la volonté environnementale et puis les contraintes sanitaires qu'il nous faut respecter. On va accueillir mon collègue Gilles Luneau du magazine digital Global Magazine dans quelques minutes. Mais Claire Griset, pour mobiliser de nouvelles ressources, donc on a vu un certain nombre de systèmes, qu'ils soient agricoles ou domestiques. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas cités, sur lesquels vous réfléchissez ? Je crois que là, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Enfin, vous avez cité la réutilisation des eaux usées. Il y a des textes, effectivement, qui sont assez récents, d'ailleurs, qui encadrent en France cette réutilisation des eaux usées. Il y a des réflexions sur les eaux grises également. Bon, là, on a fait le tour de la question. On a à peu près fait le tour de la question. Alors, on va voir si nos téléspectateurs ont été convaincus, puisque je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités sur notre page Facebook Campagne TV, soit notre Twitter, #Campagne TV, ou notre site campagnetv.com. On les prend juste après les questions de Gilles Luneau qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc voilà, ils sont à vous de les titiller. Vous avez 10 minutes. Bien, moi, on va faire vite alors pour les titiller. Mais ce que je trouve intéressant dans vos échanges, c'est on voit bien, on est tous d'accord, il faut que les plantes ça pousse avec de l'eau et du soleil. Vous, de votre côté, vous nous annoncez 2070, études prospectives. Dedans, moi, je me tourne vers vous. 2070, quand on regarde un peu les projections du GIEC, c'est pas simplement un écart entre l'été et l'hiver, c'est que le Sahara, il traverse la Méditerranée, il commence à s'installer dans le sud de la France. D'accord ? Donc, est-ce qu'on pourra encore continuer à cultiver du maïs en 2070 ? Est-ce que, dit autrement, quelle alternative agronomique, qu'est-ce qu'on étudie comme modèle agronomique pour 2070 aujourd'hui ? Eh bien, donc, je vais revenir à mes retenues collinaires, parce que même si, a priori, la pluviométrie ne sera pas celle du Sahara, même si la chaleur augmente, on peut espérer, et les prévisions disent qu'il y aura quand même de l'eau, parce que l'eau reste constante. On a la chance d'être en France, dans un pays
où on a un climat favorable à tout ça. Après, toutes les innovations, hein, je les ai évoquées tout à l'heure, les innovations des outils de pilotage, la génétique. Hein, La génétique, c'est du maïs OGM résistant à la sécheresse? Aujourd'hui, ça ne peut pas être le cas en France, puisque ce n'est pas autorisé, mais je sais que c'est à l'étude, et pourquoi pas, oui. Ça peut être effectivement une des solutions d'avenir. Avec 80% de l'opinion qui refuse les OGM en Europe? Mais peut-être que l'opinion va évoluer là-dessus, parce que justement, s'il y a ces réels problèmes, il va falloir peut-être que l'opinion change de position par rapport à ça, quoi. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir changer de régime agricole carrément? À savoir? À savoir ce que je vous disais, c'est-à-dire peut-être qu'on ne pourra plus cultiver du maïs dans votre région et qu'on y cultivera, je ne sais pas, autre chose, et que la zone de culture du maïs, avec ses besoins en eau, ses besoins de plantes qui sont légitimes, hein, je veux dire, ça va remonter peut-être au nord de la Loire, le maïs grain. Ça, c'est des situations 2070, je ne sais pas, on va déjà voir 2030 ou 2040 comment ça évolue. Mais bon, a priori, on ne sera pas sur ces scénarios-là, quoi, hein. Le maïs est implanté historiquement dans le sud-ouest de la France et il tient bien y rester. Oui, mais enfin, je vous dis, on prend hâte. Moi, je ne serai plus là pour témoigner de ça. Je pense que réellement, je vous renvoie aux travaux du GIEC là-dessus, qui sont quand même... Il y a des travaux aussi de l'Agence de l'eau Haute-Garonne sur 2050, en prospection, 2050, qui sont assez intéressantes là-dessus, mais qui sont à mi-chemin entre ce que vous décrivez tous les deux, pour être tout à fait, tout à fait clair. Je suis là pour... Oui, je sais, mais vous êtes là pour titiller, on est d'accord. Pour grossir le trait, moi. Continuez à titiller. Mais sur cette question des retenues collinaires, a priori, c'est d'une bonne logique, et ça s'est toujours fait. Enfin, moi, je veux dire, Non, ça s'est pas toujours fait. Dans plein de régions, les gens ont toujours fait des petits étangs à côté d'eux pour garder de l'eau quand ils en avaient des manques. Il y a des régions du monde, il se trouve que, ayant fait beaucoup de reportages à l'international, je connais plein d'endroits où il y a où on fait des petites réserves d'eau comme ça. La question, c'est la taille. Parce que moi, je comprends bien la réserve du ministère. C'est-à-dire que, connaissant, on va dire, l'élan naturel, la proportion naturelle des grandes cultures, à vouloir toujours faire grand et gros, si on se retrouve avec des lacs de barrage, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Au niveau de la perturbation écologique, c'est autre chose qu'un lac ou qu'un étang de 2 hectares pour subvenir à une exploitation, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, qui et où, qui va trancher et où il va y avoir un parlement de l'eau? Parce qu'il va en falloir un. Qui répond? Claire Grisé, et après on passera la parole à Alors, sur la gouvernance de l'eau, c'est sur important. la gouvernance de l'eau, il y a déjà des choses qui existent en France, hein, puisqu'il y a 6 grands bassins hydrographiques qui donc réunissent des comités de bassin. Et dans ces comités de bassin, qu'on appelle souvent les parlements de l'eau, les grandes orientations, donc notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, hein, qui fixent les grandes orientations pour une période de 7 ans en général. Donc là, on est sur la période 2009-2015, et puis après, on va commencer à préparer ceux de 2016 à 2021. Là, on prend l'ensemble des enjeux, que ce soit les aspects qualité d'eau, quantité. Tous les acteurs sont autour de la table. Donc, il y a des représentants des collectivités, des représentants des différents usages économiques, les associations de protection de l'environnement, l'État. Et tous ces gens discutent en petit comité, puis au sein du comité de bassin, pour arrêter les grandes orientations et les mesures qui permettent d'atteindre les orientations et les objectifs qui sont fixés. Alors, apparemment, c'est pas Cet aspect changement climatique, oui, en tout cas, n'est pas tellement pris en compte dans les schémas directeurs actuels, mais a vocation à être intégré dans les futurs SDAGE, donc à compter de 2016. Ça fait clairement partie des objectifs que l'on se donne au niveau national, mais aussi au niveau européen, puisque le blueprint a prévu d'inciter tous les États membres à travailler sur ces questions. Moi, l'autre question, je sais bien que ce n'est pas le cœur du débat, mais l'autre question, j'en ai une pour vous, vous inquiétez pas. L'autre question, c'est que, bon, quand bien même on a de l'eau, on l'envoie, qui s'occupe de la qualité de celle qui ruisselle après? Parce que quand elle passe sur votre maïs, elle repart avec des phytos. Moi, un consommateur qui me dit, elle va dans le terrain, elle retourne dans la nappe. Et donc, si on irrigue des cultures qui polluent la nappe, ça me pose un problème. Alors, vous seriez très étonné. Vous devriez venir sur mon exploitation, parce que alors, je suis exactement dans ce système-là. C'est une monoculture de maïs, et qui existe d'ailleurs depuis 40 ans. La matière organique des sols augmente légèrement, puisqu'on réintègre la totalité des résidus de récolte dans le sol, et tout repasse par mes drains pour revenir à mes étangs. Et au début où je me suis installé, j'ai fait analyser les eaux pour savoir exactement ce qu'il y avait dedans.
Et à la surprise générale, eh bien, en fait, il y avait très peu de choses. Tout simplement parce que les apports, d'abord le maïs, c'est une plante qui est très peu traitée, hein, et surtout, c'est qu'on amène les engrais, tous les agriculteurs le font aujourd'hui, de façon raisonnée, au bon endroit, au bon moment, à la période où la plante en a besoin. Ce qui fait qu'il y a très très peu de résidus qui repartent. Et mes étangs, il y a des poissons, il y a des écrevisses, même à pattes blanches, et qui sont en bonne santé. Ouvrez une école de formation pour vos collègues, alors, parce que il y a quand même des régions où les taux de nitrate, où les taux de pesticides dans l'eau. Je suis breton, je peux vous en parler savamment. Jean-Michel Laya, justement, Jean-Michel Laya a peut-être justement son avis là-dessus. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est une excellente. On a malheureusement les conséquences de l'intensification de l'agriculture des années 1950 avec des teneurs en nitrates et en pesticides sur certaines ressources d'eau de Paris qui sont importantes et qui nous obligent d'ailleurs à mettre en place des traitements qu'on a mis en place pour notamment absorber les traces de pesticides qu'on peut trouver pour que l'eau soit strictement potable. On travaille par contre avec les agriculteurs et je vais juste donner un exemple. Donc, dans le bassin des sources de la Vanne, on a une action pour favoriser l'agriculture biologique et aujourd'hui il y a 1500 hectares de terrain qui sont, grâce d'ailleurs à l'État et à un système qui s'appelle les mesures agro-environnementales, qui sont passés en agriculture biologique pour préserver la qualité de l'eau. C'est une expérience qui est assez similaire à celle que Munich a menée en son temps. Dans le cadre de la préservation des ressources. Mais c'est vrai que l'agriculture, lorsqu'elle est menée de manière intensive, peut avoir des impacts sur la qualité des eaux et on attend un peu de l'État une politique assez rigoureuse en matière de limitation des intrants parce que c'est un problème majeur pour l'eau potable en France, je pense. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites parce que je vous écoutais attentivement. C'est une expérience récente, Haute-Paris, la mairie récupérant la régie. Vous allez... On connaît Paris, c'est quand même dense en maison, donc vous allez chercher l'eau très loin quand même, hein, sur 77, hein, sur la Seine-et-Marne, vous avez évoqué les différentes formes d'approvisionnement. Vous qui avez cette expérience qui est positive, à vous écouter, il y a quand même plein de choses intéressantes, vous réduisez en fait la consommation des citoyens, vous améliorez la qualité de l'eau et compte tenu de ce qu'on a entendu, vous mettez tout le monde d'accord, vous avez embarqué avec vous les agriculteurs des grandes plaines autour de Paris, tout le monde a l'air de marcher, donc je veux dire, vous êtes une source d'enseignement, non ? On n'a peut-être pas besoin du gouvernement si vous nous expliquez à tous, si vous faites une pédagogie de l'expérience. Est-ce qu'on vous consulte ? Est-ce que par exemple, je pense à votre région, mais encore plus bas, sur le bassin de la Garonne, de l'Adour, on vous consulte par exemple ? Alors, les conditions d'agriculture à Dourgadon ne sont peut-être pas les mêmes que celles du bassin parisien. Le maïs est quand même beaucoup plus présent chez vous qu'il ne l'est en région parisienne. C'est vrai qu'on essaie de communiquer, mais on a aussi, nous, besoin de l'État pour mener des politiques importantes. On ne peut pas uniquement par la persuasion arriver à convaincre des agriculteurs de réduire les intrants. Et ça, on est vraiment en attente de l'État pour qu'il ait une politique ambitieuse de réduction des intrants en matière de nitrates et de pesticides, même si on arrive à accompagner des agriculteurs volontaires, et ils sont 140 avec Haute-Paris, pour avoir des programmes ambitieux de réduction de pesticides, de nitrates. Mais c'est pas. Mais il faut convaincre. Il faut convaincre. Et vous décriviez un petit peu l'agriculture raisonnée. On l'a testé dès les années 1990 dans la région de Provins. Malheureusement, l'agriculture raisonnée au sens strict n'apporte pas les effets attendus. Il faut aller au-delà de simple application des doses au bon endroit. Il faut aussi accepter de réduire et de réduire les rendements pour avoir une politique qui permette de préserver les ressources. Et quand bien même c'est un effort louable, l'agriculture raisonnée, c'est même pas 1000 fermes en France, quoi, je veux dire, hein, je me retourne vers vous. Excusez-moi, juste un peu. L'agriculture raisonnée, effectivement, mais beaucoup d'agriculteurs pratiquent l'agriculture raisonnée, même s'ils ne sont pas dans le cadre... Ils ne veulent pas cotiser. Comment ? Ils ne veulent pas cotiser. Ou qui ne veulent pas cotiser. Je sais, à titre personnel, j'ai fait le schéma, je rentre parfaitement dans le cadre, mais je ne suis pas décrété comme agriculteur raisonné, ce qui est le cas de beaucoup d'agriculteurs. C'était un petit aparté. Je me retourne vers Madame Griset. Dernière question. Ça va être la dernière question, qui est toute simple, et c'est normal quand on parle d'eau, donc d'écologie, d'équilibre, de circuit. Vous parliez magnifiquement de cycle de l'eau. Quels travaux vous faites avec le ministère de l'Agriculture ? Parce que vous ne pouvez pas changer les choses toute seule dans votre coin.
Alors non, effectivement, on n'a pas l'ambition de changer les choses tout seul dans notre coin au ministère de l'écologie d'un coup de baguette magique. On travaille, et ça depuis déjà plusieurs années, en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture sur les différents sujets qui ont été évoqués, sur gestion quantitative, le plan d'adaptation dont on a parlé de 2011 et les aspects mis en œuvre et la mission Martin. On l'amène main dans la main avec le ministère de l'Agriculture. Le plan Ecophyto 2018, on est associé également de façon étroite. Et puis l'autre chantier nitrate dont on a parlé, où on a un contentieux avec la Commission européenne parce qu'on n'applique pas bien la directive nitrate. C'est pareil, on co-préside et on copilote avec le ministère de l'Agriculture tous ces chantiers. Et c'est clair que c'est l'ensemble de la politique agricole qu'on doit mobiliser pour limiter les impacts sur l'environnement. Et effectivement, il y a des outils réglementaires, il y a des outils volontaires d'incitation au travers des MAE ou d'autres outils. Il y a des outils fiscalité. Et c'est tout ça qu'il faut mobiliser. On a un rendez-vous un peu avec les citoyens pour voir tout votre travail, toute cette transversalité. Je sais pas, j'ai une image à vous écouter. Je repense à René Dumont lors de sa campagne présidentielle avec son verre d'eau en disant c'est un bien, J'étais pas né, moi. Un bien qui va disparaître. Je veux dire que il y a peut-être besoin quand même d'un rendez-vous avec les citoyens sur ces questions-là, de dire voilà, on a tel plan, on va à tel. Alors, Parce qu'on discute entre spécialistes, là. Oui, là, on discute entre Mais justement, les questions des spectateurs, c'est juste après. Donc, une réponse courte, éclairée, après, on passe justement aux questions des citoyens. Donc, il y a effectivement un effort qui est fait pour associer, alors au niveau national, dans les groupes de travail qu'on peut avoir, des associations de consommateurs, par exemple, pour prendre en compte sur la protection des captages, typiquement, ou sur les autres usages, sur les aspects consommation d'eau, gestion quantitative, aussi ces aspects. Allez, un consommateur Facebook, je suis obligé de prendre les questions. Benoît nous pose la question suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas un plan Marshall de l'eau ? Aujourd'hui, certaines communes de France perdent jusqu'à 70% de leur eau du fait des mauvais états des canalisations. C'est aussi un axe d'économie et de rigueur. Jean-Michel, pourquoi ? Alors, déjà, je vais donner les chiffres pour Paris. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, le rendement dans les années 80 était de l'ordre de 75%, le rendement du réseau de distribution. Donc 25% de perte. Voilà, il est aujourd'hui entre 90 et 95%. C'est ce qui explique notamment la diminution des volumes distribués. C'est souvent vrai en milieu urbain, alors que justement en milieu rural, il y a peut-être plus de pertes. Alors c'est plus difficile parce qu'effectivement les réseaux sont enterrés avec des linéaires importants pour des moindres distributions. Mais il y a je crois que ça, Mme Griset pourra répondre pour moi, il y a une obligation d'obtenir des rendements au moins de 70%. À terme, il me semble, c'est une des... Effectivement, avec la loi Grenelle 2 qui a introduit des obligations pour les collectivités pour diminuer les fuites dans les réseaux, donc, notamment en commençant par faire une première étape de diagnostic, connaître son réseau. Et si on a des rendements de réseau qui sont faibles, par exemple de l'ordre de 60%, de mettre en place des actions pour limiter justement les pertes des réseaux. Et donc, économiser l'eau qui est prélevée. Financée par les agences ou pas ? Parce que derrière, souvent les communes rurales, c'est le problème des financements. Sur les aspects gestion quantitative, les agences de l'eau ont prévu dans leur 10e programme d'intervention qui viennent d'être adoptés de soutenir tout ce qui est économie d'eau et même création de certaines Jean de Kervodet dont le titre c'est « Pour en finir avec les histoires d'eau » et qui évoque ce système de fuite et qui dit qu'en fait, ces fuites finalement, l'eau, elle revient aux nappes phréatiques, elle repart dans les rivières et elle n'est pas perdue finalement cette eau. Donc qu'elle soit avant ou après, ça change finalement pas grand-chose. Jean-Michel ? Oui, dubitatif, Jean-Michel. C'est vrai qu'elle retourne la nappe, mais si elle a déjà été prélevée, pompée, traitée, c'est autant d'énergie qui sont importants. Et puis on a soustrait quand même l'eau, je disais tout à l'heure, de son cycle naturel, donc autant la laisser dans son milieu d'origine si on le peut. Je dirais autre chose, à travers, on a parlé tout à l'heure des SDAGE et des parlements de l'eau qui sont la gouvernance de l'eau, de comités. Il y a la déclinaison des SDAGE au niveau local s'appelle les SAGE, alors ce sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui déclinent en fait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie à l'échelle de plus petits bassins. Il y a un SAGE sur la rivière de l'Avre à laquelle on participe. Et dans ce cadre-là, effectivement, on va voir un peu toute la politique de l'eau au niveau d'un bassin versant, et notamment les problèmes de fuite, puisque certains réseaux avaient des rendements assez faibles, et ils ont été invités, ils ont travaillé largement pour améliorer ces rendements. Donc le SAGE est une bonne déclinaison avec une commission locale de l'eau, qui est le Parlement de l'eau locale, on peut dire.
Je pense de toute façon qu'on reviendra sur ces aspects de gouvernance de l'eau parce que justement, c'est un des enjeux, hein, c'est un peu l'or bleu de demain. Donc c'est un des enjeux de demain. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat. On continue le débat sur nos réseaux sociaux et sur notre site www.campagnetv.com. On retrouvera Gilles très bientôt dans un nouveau débat. D'ici là, continuez à boire de l'eau du robinet et cultivez votre jardin. Au revoir.